Nouveau point d'actualité sur Actu-Temps Télévision, messieurs et dames, bienvenue à vous. C'est parti. Afriland First Bank frappée par la crise. La question a été portée au Conseil de ministres par le ministre des Finances Nicolas Kazadi. D'après le compte rendu, des dispositions idoines sont envisagées pour protéger l'épargne des Congolais. La Banque centrale du Congo a été encouragée à prendre toutes les dispositions idoines pour protéger la stabilité du système bancaire et l'épargne du public dans les plus brefs délais, conformément à la loi organique portant son organisation et son fonctionnement. Le Conseil de ministres en a pris acte. Au troisième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres, le Conseil de ministres a adopté le relevé des décisions prises lors de sa 55e réunion tenue le vendredi 27 mai 2022. C'est de noter que la RDC compte 15 banques commerciales en activité, une caisse d'épargne, 71 coopératives d'épargne et de crédit et 21 institutions de microfinance. Après Maluku à Kinshasa, bientôt une zone économique spéciale à l'est de la RDC. L'instruction express a été donnée par le chef de l'État Félix Tshisekedi lors du Conseil de ministres qu'il a présidé le vendredi 3 juin par visioconférence. Le président de la République a évoqué la nécessité de mettre en place de bases de reconnaissance de cette zone économique spéciale. Celle-ci aura la particularité de promouvoir la culture de la paix, grâce à l'émergence d'un réseau intégré de petites et moyennes entreprises, des petites et moyennes industries actives dans les secteurs aussi variés, tels que l'agroalimentaire, l'énergie, le tourisme et les nouvelles technologies. Le gouvernement devrait s'activer pour que la mise en œuvre de cette zone économique spéciale se matérialise dès l'exercice budgétaire 2023. Le président de la République a donné la charge au ministre de l'Industrie, Julien Paluku, pour des différentes études liées à la localisation de cette zone. Il devra aussi présenter ses projets lors de la première réunion du Conseil de ministres du mois de septembre prochain. Au cours d'une plénière présidée vendredi par son vice-président Edi Mondela Kankou, le Sénat a adopté en seconde lecture les projets de loi autorisant la prorogation de l'état des sièges dans la partie est du pays. La présentation de ces projets de loi a été faite par la ministre de la Justice, Rose Mutombo Kiese. Les sénateurs décident de proroger cet état des sièges pour permettre au FARDC de poursuivre leurs opérations militaires, notamment la traque des groupes rebelles. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 91 membres ont pris part au vote. 87 ont voté oui, 2 membres ont voté non, 2 membres ont voté abstention. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège proclamé sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Ce projet de loi sera transmis au président de la République pour promulgation. Mes sincères félicitations. C'est depuis le 6 mai 2021 que le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi avait levé l'option d'instaurer cette mesure sécuritaire. Bienvenue Pape François, c'est le refrain souhait dit dans toutes les langues nationales de la RDC. Voyage du pape au pays de Lumumba, un grand événement donc confirmé du 2 au 5 juillet prochain. C'est ici, ces grands espaces verts à l'aéroport de Ndolo de Kinshasa qu'aura lieu la grand-messe. Et l'endroit a été choisi pour le briefing presse, vu comme celui du lancement officiel de la campagne de mobilisation et de communication sur cette visite. Le briefing a été conjointement animé par le porte-parole du gouvernement, les nonces apostoliques ainsi que le chef des projets d'aménagement des différents sites pour l'organisation des activités autour de ces voyages. C'est un grand événement. La dernière visite que nous avons reçue du pape date de 85, il y a exactement 37 ans. Beaucoup n'étaient pas nés, beaucoup n'en ont pas de souvenirs. C'est donc une visite qui est pleine de symboles. Il a un problème pour la marche, mais depuis cela, il peut venir et il sera ici. Il est en train de faire de physiothérapie
Mais ce que nous savons est que de toute façon, même avec ces problèmes, ils peuvent voyager et ils désirent voyager. Je pense que ça nous montre encore plus la volonté du père et l'amour qui ne passe pas pour le Congo. Sur les sites d'Ndolo, étendu sur 850 000 m² où va se dérouler la messe de Kinshasa le dimanche 3 juillet, les travaux vont bon train pour accueillir plus de 2 millions de fidèles. Nous comptons recevoir près de 2 millions de fidèles. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui a motivé le choix de ces sites. Et ces sites de 850 000 m² va être compartimenté en 25 zones pour permettre d'abord un bon accès, mais également faciliter, également sur le plan de la scénographie, la mobilité. Le débordement, le soin d'urgence, la desserte en eau, aucun détail n'est négligé tant pour cet événement de Kinshasa que pour celui de la ville de Goma où la sécurité même du souverain pontife s'avère une question cruciale. La sécurité est une question cruciale, mais vous savez, lorsque vous recevez les Saint-Pères, ils nous amènent la sécurité. Et donc, je ne suis pas sûr. On peut avoir eu des difficultés pour commencer l'événement, mais je pense que même qui que vous soyez, envahisseur ou parler, lorsque le pape arrive, vous aussi vous avez besoin de l'évolution. Et donc nous, comme gouvernement, nous travaillons étroitement avec la MONUSCO et les équipes du Vatican pour nous assurer que la sécurité est assurée sur les lieux du site, exactement comme ça doit être ici à Kinshasa. Kinshasa, le Vatican et la Conférence épiscopale nationale du Congo arrondissent toutes les angles pour que ces voyages soient plus que jamais inoubliables pour des Congolaises et Congolais. Les députés provinciaux Magloire Kabemba a porté 2 propositions dédiées devant l'Assemblée provinciale de Kinshasa. L'une porte sur la création d'un fonds provincial d'appui au secteur de l'agriculture dans la ville de Kinshasa et l'autre fixe les modalités de répartition des recettes à caractère national au profit des entités territoriales décentralisées. Magloire Kabemba a souligné que son initiative est les fruits d'un plaidoyer mené par la Fédération de paysans de Kinshasa auprès des députés provinciaux de 26 provinces de la République. Le tout dans le but d'emmener les assemblées provinciales à doter les exécutifs provinciaux des instruments juridiques de financement des activités agricoles dans leurs provinces respectives. Le secteur agricole fait montre de parents pauvres. Le secteur agricole n'est pas financé dans notre pays, en particulier dans la ville de Kinshasa. Les exploitants agricoles éprouvent beaucoup de difficultés pour accéder au crédit, pour accéder au financement. J'ai initié cette proposition dédiée pour que la ville, pour que l'Assemblée provinciale mette à la disposition de la ville de Kinshasa, donc du gouvernement provincial, un instrument pouvant lui permettre de financer les activités agricoles. Après présentation, le débat général autour de ces propositions a été reporté pour permettre aux élus provinciaux d'étudier de manière approfondie les contours de cette initiative parlementaire. Nous avions utilisé un questionnaire. À travers une conférence organisée par sa fondation, le député national Guy Mafuta Kabongo a présenté officiellement le résultat d'analyse sur la pollution des rivières Chikapa et Kasai, pollution dont sont victimes les populations des provinces de Kasai, Mai-Ndombe et Kwilu. Réalisée sur fonds propres, l'étude de cette catastrophe écologique a été menée par Rémi Poulumba en collaboration notamment avec l'unité de toxicologie et environnement de l'université de Lubumbashi et de l'université catholique de Louvain en Belgique. Selon le résultat d'analyse, il a été documenté la contamination de l'eau par le nickel, l'uranium et autres métaux. Pour l'élu de la province de Chikapa, ces résultats qui établissent véritablement la pollution des rivières constituent ainsi un autre soubassement probant afin d'accentuer des plaidoyers pour que réparation soit faite en faveur des victimes. Il a lancé un appel aux décideurs de mettre en action ces résultats pour avoir la réparation des préjudices causés. Maître Guy Mafuta Kabongo a par ailleurs déploré une certaine léthargie dont les chefs des autorités quant à la suite à apporter sur cette pollution officiellement signalée au mois d'août 2021. Plusieurs députés nationaux, responsables de l'exécutif national, professeurs, experts et étudiants en environnement ont principalement pris part à cette conférence.
C'est une descente sur terrain à 2 volets qu'a effectué le ministre d'État, ministre des ITP. D'abord, les chantiers de travaux de lutte anti-érosive dans la ville de Kinshasa. Zamba Telecom, pour commencer, ce site connaît une évolution rapide des travaux qui avaient débuté en mars dernier. Construction des caniveaux, un grand collecteur en béton armé afin de réduire la vitesse de l'eau et créer une ouverture du lit de la rivière Lukunga. À Dumez, c'est la construction d'une glissière de 610 mètres en béton. Et à Massikita, ce sont des grands travaux de lutte anti-érosive. Alexis Guissaro a constaté tout de même le retard dans quelques sites, lequel doit être récupéré au cours de cette saison sèche. Des mises en demeure ont été faites aux entreprises qui exécutent les travaux. Le deuxième volet de cette ronde, l'inspection des projets des voiries dont Kinshasa Zéro Trou. De l'avenue Allée Verte en passant par Bangala et Kwamut, le patron des ITP s'est rendu compte de l'évolution des travaux d'assainissement. À Bassoko, point de chute, l'ouvrage est achevé et ouvert à la circulation. Occasion pour Alexis Guissaro d'interpeller les citoyens qui construisent sur les ouvrages. Des sanctions vont s'en suivre. Alexis Guissaro a tenu à suivre de très près les travaux de construction du pont Louboudi lancé il y a quelques semaines par le chef de l'État à Kanlouka. L'entreprise Aaron Sefou qui exécute les travaux a été félicitée pour son ardeur dans ce projet des désenclavements du Kanlouka et qui va permettre sa connexion à 3 communes de Kinshasa. Au cours de cette visite d'inspection, les avenues Vivi, Cimetière et Ngalima n'étaient pas dans les oubliettes. Cette stratégie mise en place par le ministre d'État Alexis Guissaro de multiplier des visites d'inspection dans les chantiers vise notamment à vérifier la vitesse des travaux. Outiller les journalistes sur les méfaits de la désinformation dans un univers web marqué par la prépondérance des fake news, voilà qui a constitué la matière de cet atelier de 3 jours de formation sur le fact-checking organisé par les CESD Consulting avec l'appui financier des OCISA. La participation active à cet atelier des professionnels des médias venus des différentes rédactions de Kinshasa a été saluée par les initiateurs de cette formation. L'objectif principal de cette formation, c'est d'outiller les journalistes. Quand je dis outiller, donc prendre connaissance des outils qui peuvent leur permettre de fact-checker ou de vérifier l'authenticité des photos qui circulent sur les réseaux sociaux, qui sortent parfois de leur contexte, mais aussi de comment vérifier les informations sur les réseaux sociaux et d'aller vers l'information authentique et de dérouter un peu tout ce qui est rumeurs, mensonges, mésinformations sur les réseaux sociaux. Nous constatons aujourd'hui une montée vraiment puissante des fake news sur la toile. Un journaliste qui ne maîtrise pas les techniques de vérification des faits, il est difficile pour cette personne-là de démêler du vrai dans les faux et surtout avec la prolifération des médias alliés. Ce réarmement a été pour les participants une sorte de mise à jour dans le cadre de l'exercice au quotidien de leur métier. Nous serons outillés et nous allons faire face aux fake news parce que nous sommes quand même des leaders d'opinion. Et en tant que journalistes, nous devons combattre toutes les fausses nouvelles qui circulent sur les réseaux sociaux. Et après cette formation, nous aurons toutes les disponibilités pour arriver à bien faire ce travail. Nous devons être outillés. C'est pour cela que cette formation en fact-checking nous aide aujourd'hui à être outillés pour donner la bonne information à nos lecteurs par rapport aux fausses informations qui circulent aujourd'hui. Ouvert le jeudi 10 juin, cet atelier sur les fact-checking s'est clôturé ce samedi 4 juin 2022. Interpellé depuis le week-end dernier et transféré à Makala en début de semaine, le journaliste Yves Bouya croupit toujours au CPRK. Poursuivi pour diffamation par son collègue Israël Mutombo, le cas Bouya suscite de réactions diverses au sein de la corporation. L'Union de journalistes professionnels du Congo, UJPC en sigle, réunie ce vendredi à ce sujet, propose une voie d'issue. Un mensonge cousu de fil blanc pour salir l'image du confrère Israël Mutombo. En tout cas, je ne pense pas que ceux qui ont fait ces déclarations ont des preuves qui attestent que réellement Israël Mutombo travaillerait avec les services d'intelligence. Donc c'est tout simplement une campagne de diabolisation qui vise à salir l'image du confrère Israël Mutombo. Nombreux au sein de la grande famille de médias sont d'avis que de solutions soient trouvées à l'amiable.
les sentiments sont vraiment trop négatifs, je dirais, puisque je sens vraiment un discours des divisions au niveau de la presse congolaise, en tout cas, chose qui n'est pas bonne. S'il faudrait se mettre autour d'une même table afin de pouvoir arranger, ça serait une bonne chose pour nous. L'UJCC en appelle à plus d'implication de la part de l'organe fédérateur qui n'est nul autre que l'UNPC. C'en est fini pour cette session d'information. Merci à vous de nous avoir suivis.